Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Rendez-vous Santé Sécurité numéro 5. Aujourd'hui, on a consacré la thématique à la prévention de la désinsertion professionnelle. Je suis Vincent Garneau, je suis le coordinateur régional pour la CCE Occitanie sur les thématiques de santé-sécurité. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue de la Lozère, donc Rachel Fleury, qui sera avec moi pour la co-animation. Donc, cette action générale de prévention des risques professionnels s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la DRETS Occitanie et les CCE d'Occitanie pour mettre en avant en fait, les actions qui sont traitées dans le cadre du plan régional santé-travail. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de mettre en lumière deux dispositifs parmi ceux qui existent sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, pour cela, nous avons choisi de vous présenter deux retours d'expérience sous format de film pour faire découvrir le parcours et les résultats de ces accompagnements. Le but, c'est de vous permettre de découvrir l'implication des différents acteurs, dont nos experts du jour, qui seront également là pour répondre à vos questions. Donc, sur le temps que nous allons partager ensemble, il y aura une première partie introduction sur la définition et les enjeux de la PDP, donc qui sera réalisée par la DRETS Occitanie. Ensuite, nous verrons les acteurs de la PDP, donc avec la CARSAT et Cap Emploi. Ensuite, il y aura le premier cas du coup qui est une reconnaissance de handicap, donc avec le service de santé et PALS. Un premier temps d'échange. Ensuite, on passe au second cas sur l'essai encadré. Donc là, avec le service de santé Prévie, la CARSAT et un témoignage aussi de l'accompagnement de Cap Emploi. Nous aurons un second temps d'échange pour conclure le webinaire. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon webinaire et je passe tout de suite la parole à la DRETS Occitanie, au docteur Bernal Thomas. Bonjour à tous. On vient de me présenter. Donc, je suis Nathalie Bernal-Thomas. Je suis médecin inspecteur pour l'adresse Occitanie et je suis en charge de vous présenter en fait la définition et les enjeux de la PDP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait PDP? Et dans quoi s'inscrit notre intervention? Ce qu'on va voir tout de suite. Alors, cette intervention, elle s'inscrit, comme vient vous l'expliquer Monsieur Garneau, dans le cadre du plan régional santé-travail. Alors, c'est quoi le plan régional santé-travail? C'est un plan qui découle d'abord d'un plan de santé-travail national qui définit des risques professionnels prioritaires sur lesquels les acteurs de la prévention vont devoir travailler. Donc l'objectif, c'est bien de fédérer tous les acteurs de la prévention autour de risques déterminés. À l'échelon donc régional, l'ensemble des partenaires et des acteurs vont définir leurs axes prioritaires et au sein de l'Occitanie, on a défini 5 axes de travail et 16 actions opérationnelles dont la PDP. Donc, parmi ces acteurs dont je viens de vous parler, vous verrez que ils sont nombreux. Alors, bien sûr, l'adresse, les services de santé au travail, mais aussi l'ARAC, l'OPPBTP, la MSA pour l'agriculture, mais aussi tous les acteurs de maintien en emploi, comme la GFIP, mais aussi donc la CCI qui est votre partenaire aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça en corrélation avec le travail que fournissent les partenaires sociaux. Alors, concernant la définition et les enjeux de la PDP, je vous ai mis une petite slide un peu, un peu, j'allais dire, un peu rigolote, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend beaucoup parler de ce sujet au jour d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'il faut s'arrêter sur une définition qui est un petit peu plus, j'allais dire, euh, à la fois théorique, mais qui, je pense, va parler à tout le monde. Alors d'abord, la désinsertion professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en face d'un salarié qui est menacé d'exclusion durable de l'emploi lié à un problème de santé. Alors, problème de santé, on se rappelle qu'on peut être tous concernés du jour au lendemain. Alors, soit par une pathologie individuelle qu'on va développer et qu'on ne maîtrise pas, et dont la survenue n'est pas maîtrisée, ça on le sait bien, mais aussi lié aussi à notre vieillissement naturel,
mais quelque chose peut-être qui est un peu moins connu, un processus d'exclusion qui peut être lié à ce qu'on appelle l'usure professionnelle. Et l'usure professionnelle n'a rien à voir avec le vieillissement au travail, hein. L'usure professionnelle, elle découle en fait de conditions de travail qui sont initialement délétères et qui vont accélérer le processus de vieillissement. Donc, parmi ces trois causes, il faut se rappeler qu'on peut aussi avoir toutes ces causes combinées pour un même individu. Alors, qui peut être concerné dans la prévention de la désinsertion professionnelle et qu'est-ce que c'est que la prévention de la désinsertion professionnelle? Maintenant qu'on a compris que c'est une exclusion durable du salarié de l'emploi, eh bien, tous les dispositifs et les accompagnements qui vont permettre aux salariés de se maintenir dans l'emploi ou en emploi, et on verra que ça peut être des notions qui peuvent être différentes, eh bien, tous ces dispositifs et accompagnements vont faire l'objet de ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Et qui va être concerné? Ben, nous tous, hein. Ça peut être donc les salariés, les agents de la fonction publique, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles. Et à quel moment on peut bénéficier de tous ces dispositifs et dans plusieurs cas de figure. Alors, il y a des cas de figure que vous connaissez bien, c'est lorsque un de vos salariés est en arrêt de travail ou quand un salarié présente une restriction d'aptitude, mais pas que. Ça peut être un salarié qui est en activité, mais qui repère lui-même des difficultés dans l'accomplissement de ses tâches liées en fait à une des problématiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Il peut s'agir aussi d'une alerte dans un bureau ou d'un atelier sur des conditions de travail qui peuvent être devenues compliquées et qui vont entraîner un problème d'adaptabilité de l'organisme et donc à terme des problèmes d'employabilité. Mais il peut aussi s'agir d'un accident de travail qui va être en fait le facteur, le primum movens de la demande de prévention des insertions professionnelles. Alors, j'ai voulu vous mettre quelques chiffres hein, pour qu'on puisse se rendre compte de la problématique, parce que c'est une problématique, c'est un enjeu majeur hein, des politiques actuelles. Pourquoi? Eh bien, parce que, si vous voulez, on est dans un contexte d'allongement de la vie au travail, ça, nous l'avons tous bien compris, mais également avec dépendants qui sont un petit peu aussi indépendants de la volonté des entreprises, c'est la nécessité de muter pour rester compétitif au sein des contraintes économiques mondiales, mais aussi des problématiques de métiers en tension, de difficultés de recrutement pour un salarié qui va être déclaré inapte. Alors, je vous ai mis quelques chiffres hein, qui sont issus du diagnostic national et régional. Regardez, on va les lire ensemble. Donc, 42,5% de la population totale en Occitanie à 50 ans et plus. Donc, ça veut dire potentiellement être exposé à des pathologies, donc être exposé aussi au vieillissement et à l'usure professionnelle. Donc, 13 852 salariés ont été déclarés inaptes par les services de prévention et de santé au travail en Occitanie. Ces données sont issues d'une enquête DGT de la Direction générale du travail de 2022. 14,8% de la population active déclare être en situation de handicap en France. Donc ça, ce sont des données de 2021. Et 2,9 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans disposent d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc, vous voyez des chiffres qui peuvent amener à revoir notre position quant à la désinsertion professionnelle. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème extrêmement important qui a motivé, j'allais dire, l'écriture d'une nouvelle loi en santé au travail qui a changé un peu, et même, ou, on va dire un peu, mais ou plutôt qui a accentué les missions des services de santé au travail qui s'occupaient déjà de la prévention de la désinsertion professionnelle, mais ce n'était pas aussi institutionnalisé que maintenant. Les services de santé au travail, au jour d'aujourd'hui, doivent fournir à leurs adhérents une offre
qu'on appelle une offre socle. Et cette offre socle, en fait, elle est auditable, elle doit être reproductible et elle fait l'objet, en fait, de certification et d'agrément de contrôle par l'adresse du fonctionnement des services de santé au travail. Alors, dans cette offre socle, qu'est-ce qu'on a? On a la prévention des risques professionnels, hein, la surveillance médicale des salariés, ça ce sont des actions que vous connaissez bien, et comme je vous le disais, a été institutionnalisée la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors vous allez me dire, OK, cette offre socle, quel outil on fasse? Alors, concernant les outils, la loi a institutionnalisé la création de ce qu'on appelle les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, ces cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, elles peuvent être mutualisées entre plusieurs services de santé au travail lorsque le service en question n'a pas les moyens humains pour créer une telle entité au sein de son service, mais ce qu'on peut voir sur le territoire, en tout cas sur mon territoire qui est l'ex-Languedoc-Roussillon, tous les services se sont dotés d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Sa constitution, elle a été dictée par une instruction d'avril 2022 et au jour d'aujourd'hui, il est demandé qu'elle soit structurée sous la forme d'un partenariat entre plusieurs acteurs. Alors d'abord des acteurs intrinsèques au service de santé au travail, médecins, infirmiers, secrétaires médicales, ergonomes ou d'autres types d'ingénieurs en fonction des risques identifiés hein, pour le salarié, mais surtout en fait que ces acteurs intrinsèques soient entourés par des partenaires externes que vous allez découvrir au cours de cette intervention. Alors, tous les acteurs de maintien en ou dans l'emploi, branche sociale de la CARSAT, AGFIP, Cap Emploi. Donc, la notion de partenariat est extrêmement importante parce que on ne sait pas tout, on ne peut pas tout faire et le salarié et l'entreprise doivent être pris en charge en cas de telles problématiques. Donc, un élément important, au jour d'aujourd'hui, vous savez que notre pays est encore beaucoup dans la réparation, hein. Les gens sont malades et on cherche à réparer en fait la maladie, ce qui a un certain coût et qui pose vraiment problème. Donc aujourd'hui, le maître mot de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est se positionner dans un dépistage précoce. Alors, dépistage précoce à l'échelon individuel d'un salarié qui va commencer à présenter en fait une inadéquation entre son état de santé et son poste de travail, et on va déployer tous les accompagnements et les dispositifs dont je vous parlais tout à l'heure pour essayer de le garder en employabilité. Ça, c'est ce qui est le mieux connu. Mais j'insiste surtout, et je ne le dirai pas assez au sein de pendant cette intervention, c'est surtout aussi repérer précocement dans les entreprises tout ce qui peut être générateur en fait de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire des conditions de travail qui potentiellement peuvent être délétères pour la santé et qui nécessitent en fait des actions de prévention. Alors plus on sera dans la prévention primaire, vous le comprendrez bien, moins on aura des cas d'usure professionnelle et moins de salariés qui présenteront des problèmes de vulnérabilité. Donc ça, c'est pour le fonctionnement de la cellule de prévention des insertions professionnelles, mais la loi a prévu aussi d'autres outils pour essayer de faire face à cette désinsertion, c'est ce qu'on appelle la visite de mi-carrière. Alors pour mes confrères médecins du travail qui sont avec moi autour de cette intervention, on n'a pas attendu la visite de mi-carrière pour se préoccuper en fait de la compatibilité d'un état de santé avec un poste de travail, puisque c'est la mission intrinsèque des médecins du travail. Je rappelle que les médecins du travail ne sont pas des médecins généralistes, mais leur travail, c'est bien cela, c'est conseiller le salarié et l'employeur sur les risques professionnels et leur prévention, et surtout dépister en fait toute problématique qui va entraîner une exclusion du salarié. Alors cette visite de mi-carrière, vous en avez entendu parler, elle est proposée à l'âge de 45 ans, voire plutôt en fonction des accords de branche, et à ce moment-là, outre ce que je viens de vous expliquer, qui fait partie intégrante du rôle du médecin du travail ou de l'infirmier en santé au travail, c'est bien aussi de sensibiliser le salarié
salarié à la prévention des risques professionnels pour éviter toute usure prématurée hein, de son organisme et aussi le sensibiliser au dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle, lui rappeler qu'à tout moment, il peut bénéficier de mesures de prévention des insertions professionnelles, d'un accompagnement. On ne rappellera pas assez l'intérêt de la visite de pré-reprise. Alors, j'ai mis dans le titre la visite de pré-reprise, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que la visite de pré-reprise. La loi a souhaité raccourcir le délai à partir duquel le salarié en arrêt de travail pouvait bénéficier d'une visite de pré-reprise. Donc, comme son nom l'indique, le salarié, à ce moment-là, est en arrêt de plus de 30 jours et cette visite peut être demandée à la fois ou par le salarié, pardon, le médecin traitant, le médecin conseil, mais fait nouveau, hein, puisque c'est un article en L, par le médecin du travail également. Mais il faut se rappeler que le salarié, à tout moment, et même s'il n'est pas en arrêt de travail, peut demander une visite auprès donc, des professionnels de santé. Il peut aussi demander un rendez-vous auprès de la cellule de prévention des insertions professionnelles directement. Hein, vous verrez des exemples tout à l'heure. Mais il faut aussi se rappeler que l'employeur, s'il dépiste en fait une difficulté chez son salarié, il peut demander une visite à la demande de l'employeur. Alors évidemment, lorsque vous demandez une visite à la demande de l'employeur, n'oubliez pas de décrire quelle est la problématique pour que les professionnels de santé puissent vous répondre en bonne et due forme. Un autre outil qui a été développé donc par la loi, c'est le rendez-vous donc de liaison qui permet en fait aux employeurs de prendre contact avec leurs travailleurs en arrêt hein, à partir d'arrêts supérieurs à 30 jours. Alors, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation, d'accord, pour l'entreprise, pour l'employeur. Par contre, le travailleur peut refuser de venir à ce rendez-vous de liaison. Alors, l'objectif de ce rendez-vous de liaison, c'est de déterminer en fait, bien sûr, avec l'accord du salarié et avec ce qu'il veut bien nous dire au moment de ce rendez-vous, quelles sont les difficultés rencontrées et quel dispositif, quel accompagnement on peut lui proposer pour éviter en fait qu'il perde son emploi, pour éviter d'aller vers l'inaptitude. Normalement, l'employeur doit, normalement, réglementairement, on va dire même, hein, l'employeur doit prévenir le service de santé au travail. Il a un délai qui est défini par les textes qui est de 8 jours, mais il faut bien vous dire qu'un médecin du travail ou une cellule de prévention des insertions professionnelles dans un service de santé au travail est déjà chargé. Donc, plus vous alerterez tôt pour la date du rendez-vous, mieux ce sera. C'est un petit message que je fais passer au jour d'aujourd'hui. Donc, à côté de ces outils, en fait, médicaux ou de fonctionnement intrinsèque des services de santé au travail, il y a des dispositifs qu'on appelle spécifiques, hein, qui ont été, j'allais dire, institutionnalisés aussi par la loi et qui sont à la main de la caisse d'assurance maladie, comme l'essai encadré, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, et sûrement que Madame Chazal vous en parlera donc tout à l'heure, mais aussi des dispositifs comme le projet de transition professionnelle qui permet donc à quelqu'un de se reconvertir. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails volontairement parce que l'essai encadré va vous être présenté et que je voulais pas prendre trop de temps pour mes autres collègues. Et puis aussi l'intervention du FIPU, hein, le Fonds d'investissement de la prévention de la désinsertion donc, professionnelle, hein, qui a été issu de la loi de financement de la sécurité sociale en 2023, complété actuellement en 2024. On sait que 200 millions d'euros ont été octroyés en 2024 pour des aides financières directes aux entreprises. Alors, dans les aides financières directes aux entreprises, on retrouvera tout ce qui va favoriser la prévention, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, et notamment prévention primaire dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des aménagements de postes
pour des contraintes qu'on dit ergonomiques, hein, c'est-à-dire les postures contraignantes, les manutentions, les vibrations transmises à la colonne vertébrale et aux bras, hein, uniquement pour ces risques-là. Et puis ensuite, des subventions pour les projets de transition professionnelle et pour les branches telles que l'OPP et BTP. Mais ce n'est pas l'objet de l'intervention aujourd'hui et vous aurez le lien qui vous permettra d'aller sur ce dispositif-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler donc finalement deux choses dans cette intervention que j'ai pu faire. L'intérêt de la précocité du dépistage de toute situation pourvoyeuse de désinsertion professionnelle. Et je vais me permettre donc de donner la main à ma collègue Nathalie Chazal de la branche sociale de l'assurance maladie. Nathalie, je te passe la main. Oui, merci, docteur. Donc, Nathalie Chazal pour le service social de l'assurance maladie côté CARSAT et LR. Je vais quand même porter la voix des deux CARSAT puisque nous sommes aujourd'hui dans un webinaire qui concerne l'ensemble du territoire de l'Occitanie et donc vous faire une présentation très rapide de notre service social et surtout de sa mission et son intervention dans le champ de la PDP en partenariat donc avec les autres acteurs tels que les services de santé au travail et les Cap Emploi qui se présenteront en suivi également. Les services sociaux donc des CARSAT sont des services sociaux avant toute chose de l'assurance maladie, donc ils ne font qu'un. Ils sont spécialisés en santé car ils ont pour mission que d'apporter leur soutien et leurs aides auprès des assurés du régime général de sécurité sociale et des travailleurs indépendants confrontés à une problématique de santé pouvant avoir des impacts tant dans la sphère, je dirais, personnelle que professionnelle. Ils portent deux missions principales. Donc, une des premières est donc la prévention de la désinsertion professionnelle qui fait l'objet donc de la thématique d'aujourd'hui, mais également, nous avons également pour mission d'accompagner les assurés dans les problématiques de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours en santé, c'est-à-dire les aider à accéder aux soins et aux droits santé pour les personnes qui sont les plus fragilisées et les plus vulnérables du fait de leur situation. Nos services sociaux n'agissent pas seuls, hein, on fait partie d'un grand maillon et de la grande famille de l'assurance maladie, dont nous travaillons en complémentarité des services de l'assurance maladie tels que le service médical et les caisses primaires d'assurance maladie, les services de l'assurance retraite, les URSSAF et plus particulièrement pour les travailleurs indépendants que nous accompagnons dans le domaine de la PDP. Et bien entendu, nous avons tout un réseau de partenaires externes sur lequel nous appuyons pour mener l'ensemble de nos missions. Dans un souci de proximité, nous intervenons donc au plus près de la résidence des assurés. Donc, nous sommes hébergés auprès des CEPAM, mais nous avons également tout un réseau de permanence extérieure afin de pouvoir être, comme je vous disais tout à l'heure, être au plus près de la résidence donc, des assurés. Nous essayons également de pouvoir répondre au plus vite aux besoins avec des engagements de reprise de contact après les sollicitations sous 48 heures et des délais de rendez-vous maximum fixés à 15 jours. Pour ce qui concerne plus particulièrement la mission PDP du service social, c'est une mission qui est confiée à tous les services sociaux, je dirais, des CARSAT de France. Depuis maintenant 2009, lorsque l'assurance maladie et la CNAM a lancé son grand programme national sur la PDP, avec pour objectif de proposer une offre de services dédiée donc, aux assurés du régime général, confrontés à un risque de rupture par rapport à l'emploi du fait d'une problématique santé. Et les objectifs, bien entendu, qui sont visés, c'est de pouvoir les accompagner pour leur proposer donc une aide sur le maintien dans l'emploi et en seconde priorité, la reconversion externe, c'est ce qu'on appelle le fameux maintien en emploi. Sont donc visés par cette offre de services essentiellement les salariés en arrêt de travail, quel que soit le type d'arrêt de travail, et quel que soit le type de contrat de travail.
Mais également, depuis donc l'intégration des travailleurs indépendants au régime général, l'offre de services a également été élargie aux travailleurs indépendants, qu'ils soient en arrêt de travail ou en activité et confrontés à une pathologie lourde. Nous avons tenu compte du fait que les travailleurs indépendants utilisent très peu l'arrêt de travail et quand ils y viennent, se trouvent bien souvent dans des situations de santé très dégradées, d'où l'objectif de pouvoir intervenir au plus tôt face à leurs problématiques. Donc, nous intervenons lorsque la reprise et la continuité de l'activité professionnelle est complexe du fait donc de l'état de santé de la personne. Donc, on parle de risque d'inaptitude au poste pour le côté salarié, de risque de perte d'activité et d'incidence sur la viabilité de l'entreprise pour les travailleurs indépendants. Nos interventions donc sont proposées après sollicitation et repérage des situations, d'une part via notre réseau interne de l'assurance maladie. Donc, nous avons des signalements qui nous sont transmis par le service médical, les caisses primaires, mais également les partenaires externes, experts du maintien de l'emploi, tels que les services de santé au travail et les CAP emploi, et d'autres types d'acteurs externes comme les professionnels de santé qui sont, je dirais, à la base même de la prescription d'un arrêt de travail et donc peuvent repérer des problématiques qui nécessitent qu'on puisse venir en soutien, ou des travailleurs sociaux, par exemple. Bien entendu, les assurés peuvent également faire appel à nos services directement via les plateformes ou leur compte Amélie. L'accompagnement PDP porté par les assistants sociaux est un accompagnement dit psychosocial puisque nos assistants sociaux vont être là pour aider et soutenir les assurés dans les différentes démarches qu'ils ont à effectuer, mais également pour avoir, je dirais, un regard plus éclairé sur leur situation. L'objectif de pouvoir bien les informer sur l'ensemble des droits et des aides qui sont adaptés à leur propre situation, en leur proposant un accompagnement individualisé, et on peut être amené également à proposer des actions collectives en partenariat donc avec les autres acteurs. Comme précisé tout à l'heure, nous ne pouvons pas travailler seuls, nous n'avons pas toutes les compétences pour le faire, donc nous allons nous appuyer à la fois sur les services internes de l'assurance maladie, mais également auprès des partenaires externes, experts du maintien dans l'emploi et de l'emploi et de la formation professionnelle, tels que le Conseil en évolution professionnelle ou le réseau donc de France Travail. Le rôle des agents sociaux, c'est également d'aider à mobiliser notamment certaines mesures d'accompagnement et plus particulièrement celles qui relèvent donc de l'autorisation de l'assurance maladie, telles que les actions de remédiation précoce, les essais encadrés qui vont vous être présentés tout à l'heure, ou la fameuse convention de rééducation professionnelle. Ces aides-là, ces dispositifs-là, comme l'a précisé le docteur avant moi, sont des dispositifs qui ont été introduits dans la dernière loi santé-travail comme étant des mesures un peu phares pour aider à prévenir la désinsertion professionnelle des salariés. Pour vous donner à voir sur l'activité que génère cette mission au niveau des services sociaux, en 2023, 13 400 assurés ont pu bénéficier d'un accompagnement social PDP, dont une grande majorité était orientée par nos propres services internes. Mais il faut quand même souligner que sur cette année 2023, nous avons pu constater une forte augmentation des sollicitations via les services de santé au travail, liées notamment au rapprochement entre nos différents services et à ce travail de coopération et de collaboration qui vous être présenté tout au long du webinaire. Je laisse la parole à nos collègues de CAP Emploi pour présenter leur propre service. Merci Madame Chazal. Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Thinault, directrice adjointe du CAP Emploi Gard. Donc, je représente aujourd'hui aussi les CAP Emploi d'Occitanie. Je suis accompagnée par Nicolas Trochesec, qui est conseiller sur le département du Gard.
Donc, Cap Emploi, c'est un réseau national implanté dans chaque département de France, dont les services se déclinent autour de 2 axes. Vous avez un premier axe qui est l'accompagnement vers l'emploi, à destination donc, des demandeurs d'emploi en situation de handicap, et à destination également des entreprises pour les accompagner dans leur démarche de recrutement. Le deuxième axe, donc c'est celui qui nous concerne davantage aujourd'hui, c'est l'accompagnement dans l'emploi. Donc là, on retrouve en fait le public qui a été cité précédemment, c'est-à-dire les salariés du secteur privé, public, les travailleurs indépendants, les entreprises également, où toutes ces personnes sont confrontées à une situation, à une problématique en tout cas de santé au travail. Alors ça nous paraissait important de présenter ce petit schéma en fait qui redéfinit le handicap. Voilà, c'est assez simple, mais en tout cas, voilà, je trouvais qu'il avait le mérite d'être éclairant. Donc, le handicap démarre souvent par une maladie ou un accident, qui peut être un accident de la vie ou même une maladie aussi de naissance. Ça survient, ça entraîne une difficulté dans la vie qui conduit à une limitation ou à une incapacité. Et en fait, c'est de cette incapacité-là que naît la situation de handicap dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Alors ça, c'est juste une petite présentation qui reprend le service du Gard. Voilà, donc en tout cas, pour accompagner les conseillers dans leurs démarches et dans leurs accompagnements, ils peuvent être aidés aussi par des prestataires spécifiques, donc qui ont une spécialisation sur chaque typologie de handicap, dans lesquels on retrouve les handicaps moteurs, les handicaps visuels, auditifs, psychiques, intellectuels et invalidantes, parce que nous sommes des généralistes du handicap, mais c'est vrai quand les situations parfois sont plus complexes, voilà, on n'hésite pas à mobiliser nos prestataires aussi, qui sont financés par l'AGEFIP et par le FIPHFP pour la fonction publique, et ça permet d'avoir en tout cas des accompagnements qui vont être plus précis. Voilà. Donc, les conseillers maintien de Cap Emploi restent la plupart du temps le référent de parcours de la situation. On reçoit les orientations par nos partenaires, comme le disait tout à l'heure Madame Chazal. Ça fonctionne également pour nous, c'est-à-dire que les orientations viennent la plupart du temps des services de santé au travail, mais aussi des assistantes sociales de la sécurité sociale. Et les personnes peuvent aussi nous mobiliser, de même que leurs employeurs. En tout cas, une fois que le référent de parcours est nommé au sein de Cap Emploi, voilà, il a un rôle en fait de conseil sur le cadre juridique de la démarche de maintien en emploi auprès des personnes et des employeurs. Il réalise des études de poste de manière conjointe ou non, en tout cas avec le médecin du travail, ça dépend des agendas et des possibilités. On aide à l'identification des solutions de maintien en emploi et on propose également des dispositifs ou de droit commun ou des dispositifs plus spécifiques. On mobilise également les aides financières autour des aménagements de poste, qui soient organisationnels ou techniques. Et à l'issue en fait des maintiens dans l'emploi, on réalise un suivi conventionnel à 3 ou à 6 mois pour s'assurer aussi que les solutions de maintien en emploi sont pérennes et que la personne est toujours en poste. Lorsque le maintien en emploi n'est pas possible, parce que malheureusement ça arrive aussi, à ce moment-là, on a un rôle d'accompagnement sur le conseil en évolution professionnelle ou la transition professionnelle, et on aide en fait les personnes à définir un nouveau projet professionnel qui soit compatible avec leur état de santé. Tout ça, bien entendu, se fait toujours aussi en lien avec le médecin du travail qui vient valider les pistes qui commencent à ressortir lors de l'accompagnement au projet. Donc Cap Emploi, en Occitanie, donc c'est 13 Cap Emploi différents.
Et on a noté une adresse qui peut être commune, en tout cas, Kéops. Kéops, c'est la tête de chapeau, en fait, qui porte le réseau Cap Emploi. Voilà, donc pour toutes les demandes sur les départements différents, vous pouvez directement contacter Kéops, qui ensuite reroutera les demandes ou les questions ou vos demandes d'intervention voilà, de manière plus large. Voilà, je vais laisser la main au docteur Telade pour sa présentation. Merci beaucoup. Je me permets de prendre le relais de cette présentation et de continuer avec la présentation d'un cas pratique d'accompagnement d'un jeune salarié à risque de désinsertion professionnelle. Donc pour commencer la présentation, moi j'appartiens à l'EPALS, un service de prévention et de santé au travail, un des 19 services de santé de prévention et de santé au travail de la région Occitanie. On existe depuis pas mal d'années, en 1959 de mémoire, avec deux spécificités principales. Une première qui est géographique et qui concerne le secteur géographique sur lequel on accompagne des entreprises, donc qui correspond à l'agglomération de Montpellier et tout l'est du département de l'Hérault. Et également une deuxième spécificité plus sectorielle qui concerne un agrément spécifique sur le secteur industriel et l'accompagnement des agences de travail temporaire, donc les agences d'emploi pour les travailleurs intérimaires. Donc on accompagne à peu près 4000 entreprises sur ce secteur géographique défini, ce qui représente à peu près 42 000 salariés suivis. On a également une offre d'accompagnement, comme tous les services de santé au travail, sur les travailleurs non salariés et les dirigeants d'entreprise, les travailleurs indépendants notamment, avec une offre dédiée pour cette population. On en a à peu près 400 qui adhèrent à l'EPALS sur notre secteur également. Donc, le maintien d'emploi au sein de l'EPALS, je reprends quelques éléments qui ont été détaillés lors des dernières présentations. Donc, on a une cellule pluridisciplinaire de maintien d'emploi qui est en place depuis 2015, avec des intervenants pluridisciplinaires aussi bien en interne, donc des médecins du travail, des assistants sociaux, un psychologue du travail, une ergonome également, qui travaillent en collaboration avec différents acteurs externes, donc des partenaires externes dont certains participent cet après-midi également, le service social de la CARSAT, le service médical également de l'assurance maladie, le Cap Emploi également pour la dernière présentation. Donc, notre cellule est organisée de cette façon depuis 2015 à peu près. Pour vous donner quelques chiffres, on va dire en termes de volume et d'accompagnement, en 2023, donc sur l'année 2023, on a accompagné 838 salariés sur des mesures d'adaptation du poste de travail. Donc ça peut être sur une limitation sur le port de charge, la mise en place d'un fauteuil ergonomique au poste de travail sur quelqu'un qui est installé sur ordinateur, la mise en place d'une boîte automatique aussi, on le verra dans le cas pour un salarié en situation de handicap et qui doit conduire à son poste de travail. Voilà, donc ça représentait à peu près 838 accompagnements sur l'année. Pour cibler un peu plus sur la partie RQTH et reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on accompagne à peu près 2 à 3 salariés par semaine sur le dépôt d'un dossier RQTH auprès de la MDPH. Je vous détaillerai ça dans les prochaines diapositives. On a ouvert 46 plans de maintien transpartenaire au sein de notre cellule maintien d'emploi, donc où il y a une action collaborative en interne avec tous les intervenants que je vous ai cités, mais également avec tous les partenaires externes qui ont collaboré également à la mise en œuvre d'un plan de maintien d'emploi. Et également, on a accompagné 6 dirigeants non salariés. Donc, les termes étaient assez ciblés sur le risque de désinsertion professionnelle, mais sur le risque d'éloignement, on va dire, de leur activité professionnelle, puisqu'ils ne sont pas salariés, mais en tout cas pour prévenir le risque de sortir de l'emploi et de désinsertion professionnelle. Un petit focus sur l'accompagnement des dirigeants qui est assuré aujourd'hui par tous les services de prévention et de santé au travail. C'est une obligation de développer une offre spécifique aux dirigeants et aux travailleurs non salariés depuis la loi du 2 août 2021. Donc, qui concerne en général ces 3 aspects-là. La première, c'est un bilan santé et santé publique sur un peu le modèle de la médecine générale. Donc, en ciblant spécifiquement le risque cardiovasculaire qui peut être souvent très impacté sur le stress et sur la gestion, on va dire, d'une entreprise. Donc, ça peut être le dépistage de maladies cardiovasculaires, le diabète, le cholestérol, le statut tabagique, vraiment un accompagnement ciblé sur ces thématiques-là. Le dépistage des cancers également, on parle sur des maladies chroniques, le dépistage de masse organisée qui est en place sur le territoire national. Également des actions de prévention plus ciblées en fonction de l'état de santé de la personne.
Le deuxième concerne l'accompagnement sur la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. Donc ça peut être des mots que vous connaissez sur l'aide à l'élaboration du document unique, sur les études de poste, des conditions de travail, voilà, de faire un point avec le dirigeant sur ces thématiques-là lorsqu'il pilote une entreprise. Et le dernier volet concerne la perception de ses contraintes psychosociales en lien avec son activité professionnelle. Donc, on s'est appuyé sur les outils développés par l'Observatoire Amarok. Je vous ai présenté par exemple le stressomètre ici sur la colonne de droite, qui nous permet de mettre en place un plan d'accompagnement au plus près de la situation médico-professionnelle du dirigeant. Donc, ça nous permet de hiérarchiser les éléments de satisfaction au travail, le satisfactomètre entrepreneurial par exemple, mais également de cibler un petit peu les difficultés, de hiérarchiser les difficultés, qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui dans sa gestion entrepreneuriale. Voilà. Et de mettre en place après un plan d'action professionnel pour lutter, on va dire, contre le risque de perte d'activité, comme l'évoquait Madame Chazal tout à l'heure. Voilà. Présentation d'un cas pratique. Hop. Du coup, je me permets de vous passer la vidéo, à peu près 3 minutes 30 de mémoire. Voilà, et on aura un petit temps d'échange de questions après si vous le souhaitez.
Voilà pour cette présentation. Je profite encore de quelques diapositives pour vous illustrer certains propos qui ont été évoqués, donc notamment au niveau du statut RQTH et de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui était un peu le fil rouge de cette présentation. Donc pour le résumer en une phrase, il s'agit de l'interaction qui peut être dans les deux sens, c'est entre une situation de santé, une problématique de santé et une situation de travail. Donc c'est vraiment ces deux volets-là qui vont nous motiver pour accompagner un patient et pour lui conseiller en tout cas d'être orienté vers une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Je vous prends l'exemple d'un patient diabétique, par exemple, qui fait des hypoglycémies fréquentes dans le cadre de sa pathologie, sur un traitement à l'insuline, et que le retentissement sur son poste de travail ne sera pas le même et ne sera pas évalué de la même façon s'il est chauffeur poids lourd et qui fait des liaisons nocturnes, par exemple, toute la semaine, ou s'il est sur un poste d'assistant comptable avec des horaires fixes et où il peut prendre ses repas à heure fixe. Voilà, donc c'est vraiment ces deux volets-là qui nous permettent de nous orienter vers un bénéfice, on va dire, d'accompagnement de risque de désinsertion professionnelle pour lutter contre ce risque de perte d'emploi. Donc la RQTH peut concerner aussi bien les problématiques de santé physique, mais aussi évidemment les problématiques de santé mentale ou psychique, comme des pathologies chroniques, la schizophrénie, la dépression par exemple également sont pris en compte au niveau de la reconnaissance du handicap. Donc les démarches d'accompagnement, une diapositive très pratique voilà, qui concerne le dépôt au niveau des MDPH qui sont gérés par les conseils départementaux de chaque préfecture. Donc chaque département a sa propre MDPH qui reçoit les demandes que font les patients et les salariés en lien avec leur situation de travail. Donc nous, on accompagne les personnes déjà pour verbaliser, écouter, réassurer, dédramatiser aussi de la situation, voilà, que le statut handicapé ne colle pas forcément une étiquette négative, mais de voir un petit peu toutes les portes que ça peut ouvrir en termes de maintien en emploi et de bénéfices, on va dire, pour la suite du parcours professionnel. Donc pour les aspects pratiques, voilà, c'est l'accompagnement à la récupération du certificat médical qui est téléchargeable directement sur le site des MDPH, mais voilà, la récupération du certificat médical et l'orientation par un courrier ou par une note vers le médecin traitant pour l'aide au remplissage du certificat médical initial pour la demande. Si un avis spécialisé également pour les handicaps auditifs et visuels, c'est des avis spécialisés ORL ou ophtalmo qui doivent être demandés. Et enfin, une aide au remplissage de la partie salariée, de la partie patient, de la demande MDPH sur un CERFA dédié, qui est assez long à remplir, quand même, qui fait une vingtaine de pages. Donc voilà, une aide au remplissage, on va dire, par le biais de nos travailleurs sociaux à ce niveau. Donc les bénéfices pour basculer sur ce volet-là, c'est en premier lieu l'accompagnement à la mise en œuvre d'aménagements qui soient organisationnels ou techniques du poste de travail. C'est ce que vous présentez, Madame Quinault, sur ces dernières diapositives il y a quelques minutes. Donc voilà, c'est des aides pratiques et financières pour la mise en œuvre de ces aménagements. Donc c'est un bénéfice évidemment pour le salarié, l'entreprise sur le volet financier et sur la facilité, on va dire, à mobiliser des partenaires pour les accompagner sur la mise en œuvre de ces aménagements, pour choisir les équipements, pour les tester et pour après pouvoir les développer dans l'entreprise. Également pour le salarié, ça peut être le financement de formation, si voilà, il y a une proposition de reclassement en interne, voire de changement de secteur d'activité, de permettre de reclasser le salarié à l'accompagnement sur un financement et une formation, ou une VAE par exemple, validation d'acquis et d'expérience, et également des droits d'anticiper pour un départ à la retraite un peu plus précoce, voilà, si la RQTH si le travailleur bénéficie d'une RQTH depuis plusieurs années. Pour l'entreprise, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est également recourir à l'obligation réglementaire, à l'OETH, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui est de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés en France. Donc voilà, de répondre, on va dire, à cette obligation réglementaire, ça fait partie également de l'intérêt, on va dire, pour l'entreprise. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien évidemment les aspects plus pratiques et en lien avec la santé et la sécurité au travail. Donc le premier, c'est la sécurisation des parcours professionnels et des carrières. Donc, essayer d'intervenir, on va dire, le plus en amont possible sur l'absentéisme, prévenir le risque d'arrêt maladie. Un travailleur qui a déjà eu des aménagements de poste de travail a plus de facilité, on va dire, à rester à son poste de travail et moins à risque, entre guillemets, d'être victime d'un arrêt de travail qu'un travailleur qui ne bénéficie pas d'aménagement de poste alors qu'il devrait en avoir. Également, prévenir le risque de licenciement pour inaptitude, voilà, puisque les aménagements de poste ont vocation à reculer, on va dire, ou à éviter le risque d'inaptitude au sein de l'entreprise. Ça entraîne des bénéfices aussi sur la fidélisation des collaborateurs
collaborateurs, voilà, qui sont plus enclins à rester dans l'entreprise. Ça évite tous les process de recrutement, de reformation, de rechercher, on va dire, d'autres personnes au sein de l'entreprise. Également, certains labels dans les sociétés prennent en compte dans leur calcul, on va dire, le côté accompagnement et maintien en emploi, la présence de référents handicap, par exemple, dans certains labels QVCT au sein des entreprises. Voilà. Je vous propose un petit temps d'échange, un premier temps d'échange, si vous avez des questions ou des remarques sur les dernières interventions qui ont été déroulées. Très bien. Mais merci en tout cas pour cette belle entrée en matière et ce premier retour d'expérience. Rachel, est-ce qu'on a eu des questions qui sont arrivées dans le chat? Oui. Alors, une première d'Emmanuel qui demande comment on mobilise pour une entreprise le FIPU. Donc, juste pour rappel, le temps que nos experts préparent leurs réponses, vous aurez sur le support en fait un lien vers le webinaire qu'on a réalisé au mois de septembre, où la majorité, voilà, on a rappelé qu'est-ce qu'était le FIPU et comment vous pouvez en bénéficier. Mais peut-être quelques éléments de réponse déjà en direct. Madame Chazal ou moi-même, je ne sais pas, puisque c'est un dispositif CARSAT. Oui, alors, effectivement, alors moi, vous l'avez précisé tout à l'heure, j'appartiens entre guillemets à la branche sociale hein, des CARSAT, donc je peux vous redonner juste une information très générale, et comme vous le précisez, les informations plus détaillées se trouvent à la fois donc, sur le diapo qui seront remis au terme du webinaire, mais également vous pouvez retrouver toutes les informations qui vous seront utiles et nécessaires dans ce domaine-là sur les sites des deux CARSAT notamment. Le recours au FIPU, il y a plusieurs niveaux hein, donc d'aide possible en termes dans ce cadre précis. Donc, comme l'avait précisé rapidement le docteur tout à l'heure, il y a des aides sur la prévention primaire et donc en ciblant les risques, ce qu'on appelle les risques dits ergonomiques. Et plus particulièrement, il y a également une aide sur les aménagements des situations de travail en lien avec des problématiques PDP. Donc, il y a des dossiers à remplir, les demandes sont à faire. Donc, il se trouve, donc le dossier, vous pouvez le récupérer sur le site donc, de la CARSAT ou sur le site Amélie, puisque sur Amélie Entreprise, vous avez également des informations. Les entreprises peuvent être appuyées par leur service de santé au travail hein, pour instruire ces demandes, et les demandes sont adressées donc aux CARSAT, aux différentes CARSAT. Pour le côté FIPU, je dirais prévention des risques. Après, dans le FIPU, il y a également une enveloppe qui est dédiée à la reconversion. Et là, ça va s'adresser plutôt aux transitions pro Occitanie, où là aussi, il y a un dossier à monter au titre donc du projet de transition professionnelle pour lequel il peut y avoir un financement particulier au titre du FIPU. Voilà. Docteur, vous voulez rajouter autre chose? Je regardais la présentation que j'avais faite sur le FIPU pour essayer de voir si on peut vous aider un peu plus. Donc, outre le lien là, dont on vous a parlé toutes les deux, vous avez un numéro de téléphone qui est le 36 79 aussi que vous pouvez mobiliser pour avoir des informations sur le sujet. Voilà. Sinon, sur le portail Net Entreprise, vous avez la possibilité aussi d'accéder aux informations. Rachel, Passe à la question seconde peut-être. question. Oui, Marie-Astrid qui demande si un accident a lieu en allant à son rendez-vous de liaison ou en y partant. Est-ce que c'est un accident du travail, trajet maladie, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, alors, effectivement, c'est une question qui nous avait été déjà posée au moment où le rendez-vous de liaison a été mis en place, et donc quelles peuvent être les incidences en cas d'accident, puisque normalement, et ça reste toujours en l'état, quand on est en arrêt de travail, on est censé donc se soigner, se reposer, et les seules sorties autorisées, notamment, sont pour aller pratiquer ses soins, en fait, hein, en dehors des plages
qui sont autorisés en sortie. Donc, je vais vous donner une des réponses qui nous avait été faite au niveau de la CNAM, mais il faudra qu'on relance parce que le temps a passé et on n'est plus très sûr de la bonne information. A priori, ce serait pris en compte un accident et accident de trajet, donc en fait, puisque je rappellerai que quand on a un accident entre son domicile et son lieu de travail, on est plutôt sur un accident de trajet plutôt qu'un accident de travail. Voilà. Mais à refaire préciser encore une fois. Pour que ça puisse être le cas, la CNAM nous avait dit qu'il fallait qu'avant que le rendez-vous se réalise, il fallait que l'assurance maladie soit informée de ce rendez-vous. Par l'intermédiaire donc de nos instances de coordination PDP, puisque dans chaque service, dans chaque CEPAM, vous avez une instance de coordination PDP dans laquelle siègent le service social, les caisses primaires et le service médical. Voilà. Donc, a priori, ça peut être donc pris en charge sous condition que l'assurance maladie soit informée au préalable de ce rendez-vous. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de remonter cette question à la CNAM pour en être assuré, parce que parfois, on a des changements dans les directives et je ne voudrais pas vous avoir donné une mauvaise information. C'est la même information que moi j'ai de mon côté, à savoir que être reconnu en accident de travail dans une telle situation renvoie à la notion que pendant son arrêt de travail, le travailleur n'a pas de lien de subordination avec son employeur, hein, donc qui est quand même un élément indispensable pour être reconnu accident de travail, hein. Donc, voilà, accident de trajet probablement, hein, Madame Chazal va nous préciser ça, mais accident de travail, a priori, moi je n'ai pas cette notion-là. Donc je vous rejoins. Eh bien, écoutez, merci pour ces compléments. Ce que je vous propose, s'il y a d'autres questions, il y aura un dernier temps d'échange. Donc, s'il y a des questions qui arrivent, c'est de les poser au fil de l'eau. Docteur, je crois qu'il restait 2-3 diapos pour conclure avant de passer la parole pour le second cas. Oui, merci beaucoup. Donc, c'était pour clôturer 2 dernières diapositives sur ce cas, pour vous montrer un petit peu l'articulation interne et pluridisciplinaire qu'on avait eue. Voilà, c'était d'abord un repérage par l'infirmière en santé au travail qui avait accueilli le salarié en visite médicale d'embauche, donc qui a repéré la problématique à risque de désinsertion professionnelle. Une réorientation vers le médecin du travail qui a pu faire une évaluation de la situation de santé du salarié, de discuter de certaines restrictions et limitations d'activité au niveau du poste de travail, donc les fameux aménagements de poste dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été suivi ensuite d'une action en milieu de travail, avec notamment un échange avec l'employeur, une étude de poste et des conditions de travail, pour définir les contraintes réelles au poste de travail et les mettre en adéquation avec l'évaluation et le bilan de santé qui avait été réalisé par le médecin du travail. Et avec ces deux volets-là, on va dire ces deux piliers-là, on a pu avoir une définition d'un plan d'action personnalisé, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié, pour permettre au salarié d'intégrer l'entreprise sereinement et qu'il puisse effectuer son activité professionnelle dans les meilleures conditions. Donc ça a été le dépôt du dossier RQTH par le biais d'un bilan socio-professionnel avec notre assistante sociale. La mise en place d'aménagements matériels au niveau du poste de travail. Donc là, en l'occurrence, c'était une échelle adaptée et un modèle de véhicule de fonction qui était prévu à la fin de la période d'essai avec un achat. Donc ça s'est fait par le biais de Cap Emploi notamment, avec la mobilisation d'aides et de fonds auprès de la GFIP pour accompagner l'entreprise financièrement par rapport au surcoût qu'elle aurait eu en employant un salarié qui ne souffrait pas de handicap et pour lequel il n'y avait pas besoin d'adaptation du poste de travail. Donc pour conclure, on va dire sur cette partie-là, la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire et transpartenaire avec les services de santé au travail, mais également avec de nombreux autres collaborateurs qui gravitent autour, à destination des salariés, des entreprises et aussi des dirigeants. Voilà, je rajoute cette petite ligne là depuis quelques années, mais voilà, les dirigeants ont aussi une place, on va dire, sur l'accompagnement des cellules maintien en emploi depuis quelques années. Et
qui a différents outils à sa disposition pour lutter contre cette désinsertion professionnelle. Je vous ai présenté principalement la reconnaissance à qualité de travailleur handicapé. Le docteur Bernard Thomas avait parlé des visites de mi-carrière notamment. Et je profite de cette transition pour le sujet de l'essai encadré, qui est l'objet du prochain cas pratique avec mes collègues de Prévi. Je vous remercie. Donc, moi, je suis Madame Juquiel, je suis infirmière coordinatrice au sein du service de prévention et de santé au travail interentreprise Prévi, qui se situe à Nîmes. Peut-être vous laisser reprendre la main sur la présentation, ouais, sur le déroulé de présentation, puisque je n'arrive pas à dérouler. Donc, Prévi a un secteur géographique de compétences qui s'étend de Bagnols-sur-Cèze, Uzès, Nîmes, Vauvert et le Grau-du-Roi. On compte 9 400 entreprises adhérents et on est sur le suivi de 95 000 travailleurs. 80% des adhérents sont des TPE dans lesquels moins de 10 salariés exercent, et ce qui correspond à environ 27% des effectifs suivis. 66% des salariés suivis sont répartis, quant à eux, dans des PME de 11 à 299 salariés. 62% des travailleurs exercent dans le bassin économique nîmois. Je vous ai ici proposé quelques données chiffrées pour l'année 2023. Ce sont des données que vous pourrez retrouver dans le rapport annuel d'activité. Donc, ce qui était important de pouvoir mettre en lumière, c'est qu'un peu plus de 2700 propositions d'aménagement de poste en fait, ont été émises à l'issue des consultations médicales, ce qui représente à peu près 6% des conclusions. Concernant l'année 2023, on peut noter un recul du nombre d'inaptitudes médicales prononcées sur les 3 dernières années. Voilà. Passer à la slide suivante. Merci. Concernant la cellule PDP. Donc, la cellule assure le suivi individuel de salariés et entre l'année 2022 et l'année 2023, on peut constater une augmentation de 32% du nombre de situations individuelles suivies. Alors, ces situations peuvent être accompagnées à la fois par des infirmiers qui sont des référents PDP, des assistantes sociales, des psychologues du travail, qui sont soit saisis directement par les salariés, soit qui ont été orientés à l'issue des visites médicales par les professionnels de santé. 36% de ces travailleurs sont restés en poste alors que leur situation avait été jugée comme à risque de désinsertion professionnelle au moment de la saisine de la cellule PDP. La cellule PDP vous accompagne donc à développer la prévention primaire au sein de votre entreprise. Elle vous accompagne également à repérer précocement les situations à risque de désinsertion professionnelle et ou d'usure professionnelle, avec également comme mission de pouvoir co-construire avec vous un parcours de maintien de l'activité de vos salariés, afin de préserver l'employabilité de vos salariés et les compétences internes de l'entreprise. Tout cela concourt aussi à la performance de l'entreprise. Contacter la cellule PDP. Donc, à Prévi, nous avons fait le choix d'un guichet unique, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure en présentation, les équipes médicales de Prévi peuvent adresser des situations individuelles de salariés qui auraient été repérées dans le cadre des visites auprès des professionnels de santé. Le service social de l'assurance maladie, aussi dans le cadre de son partenariat, peut adresser des situations au sein de la cellule PDP, mais également les médecins de soins, médecins généralistes, médecins spécialistes. Le salarié peut également saisir directement la cellule PDP
Et l'employeur également, alors avec l'accord du salarié, si nous sommes dans le cadre d'une co-construction de parcours pour une situation précise, sinon, dans le cadre d'une promotion des outils PDUP, l'entreprise peut tout à fait contacter la cellule PDP. Je vous ai remis les coordonnées en fait ci-dessous. Donc là, je vais vous proposer un parcours de prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle à travers la mise en œuvre d'un essai encadré. Donc, il s'agit d'une situation individuelle d'une femme de 56 ans qui est porteuse d'une maladie chronique évolutive et qui a été accompagnée dans le cadre d'une situation d'arrêt de travail de plus de 2 ans. Elle a bénéficié d'une visite de pré-reprise et a bénéficié d'une évaluation médico-psychosociale. Avait été identifié par le médecin du travail un risque d'inaptitude. Plusieurs éléments en fait ont été mobilisés autour de cette situation et notamment le repérage de la possibilité de mettre en place un essai encadré pour aider à la reprise de travail. Un rendez-vous de liaison a donc été organisé entre l'employeur, la salariée, Prévie, et le partenaire Cap Emploi pour pouvoir, comment dirais-je, identifier les moyens de mise en œuvre de cet essai encadré. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, monsieur Nicolas Trochesec, qui a accompagné du coup cette situation en représentant Cap Emploi. Bonjour, donc je suis Nicolas Trochesec, je suis conseiller maintien en emploi sur le bassin de Nîmes et l'ouest du Gard. Et donc, en effet, je vais essayer de recontextualiser aussi cette demande d'essai encadré, puisque le médecin du travail, au cours d'une visite de pré-reprise à la demande de la salariée, a constaté certains points qui pouvaient mettre en difficulté la personne pour sa reprise. Donc, c'était une situation complexe et qui pouvait, enfin, ayant une altération de l'état général de la personne, un isolement social. Et donc, le médecin du travail a décidé de faire entrer la personne dans la cellule de manière à ce qu'elle puisse rencontrer différents professionnels pour pouvoir l'aider dans sa reprise d'activité. Cette personne, donc, le médecin du travail nous l'a signalé, puisque ça s'appelle comme ça, nous avons une fiche de signalement qui permet de prendre en charge la demande de la salariée et de l'entreprise en même temps, et de répondre bien évidemment aux interrogations du médecin du travail pour pouvoir trouver des solutions. Cette personne avait la nécessité de pouvoir se projeter, comme vous avez pu le voir, elle était en arrêt depuis 2 ans. Donc, on était dans un isolement qui pouvait amener à ne plus reprendre, puisqu'on sait que plus les personnes restent en arrêt de travail, moins il y a de possibilités de reprise ou de plus grandes difficultés en tout cas. Donc, suite à ce signalement, j'ai rencontré cette salariée durant son arrêt de travail, bien évidemment, où j'ai fait un diagnostic de la situation professionnelle et sociale. Cette salariée, ce n'est pas le cas de tous, mais cette salariée a été force de proposition et souhaitait vraiment reprendre une activité professionnelle. Alors, dans ce cas-là, entre 8 et 10 heures hebdomadaires, ce qui n'était pas beaucoup, mais ça correspondait à sa demande et à ses possibilités, à ses capacités restantes. Donc, nous avons décidé ensemble de mettre en place un essai encadré. Et suite donc à cet entretien, un compte rendu a été émis et je l'ai proposé donc à la médecine du travail qui, bien évidemment, a été d'accord. Et nous avons en effet cet entretien de liaison dans lequel nous avons rencontré l'employeur et l'IDEST aussi est venu nous assister pour pouvoir poser les choses correctement. Au cours de cet entretien, nous avons parlé de cette possibilité d'essai encadré, de cette reprise et des modalités, bien évidemment, puisque là, donc, l'essai encadré, c'est une période de 14 jours de reprise pendant l'arrêt de travail, mais qui peut être modulaire. C'est-à-dire que pour cette personne qui ne pouvait travailler que 8 heures par semaine à peu près, nous avons étalé sur plusieurs mois cet essai encadré et sur 2 jours par semaine. Donc ça a été quelque chose
de négocier avec l'employeur pour qu'il puisse accepter cette situation. Parallèlement, cette personne, bien évidemment, aurait eu une perte de revenus et elle était déjà en pension d'invalidité et nous avons conseillé, puis elle était déjà en démarche de faire une pension d'invalidité de deuxième catégorie pour pouvoir reprendre une activité et essayer de restreindre ou de limiter cette perte financière. Donc voilà, nous avons mis en place ceci, l'employeur a accepté. L'employeur a aussi prévenu l'équipe du retour de cette personne dans ses effectifs pour cette période-là d'essai encadré et potentiellement de sa reprise d'activité ultérieure. Nous avons donc dû déposer un dossier d'essai encadré 15 jours avant auprès de la cellule PDP de la CARSAT, puisque c'est le délai d'instruction nécessaire pour pouvoir être traité. Et une fois accepté, donc la personne a pu commencer. Notre collègue infirmière a fait aussi une visite à mi-parcours de manière à voir comment la personne réagissait sur son poste. Et puis, une fois que ça a été fait, nous avons fait un entretien final dans lequel nous avons validé la reprise d'activité de la personne sur les modalités qui étaient celles que nous avions mis en place pour cet essai encadré. L'obtention de la pension d'invalidité a été aussi très facilitateur et la personne a accepté, bien évidemment, de reprendre dans ces conditions-là. Voilà, je pense que vous allez pouvoir voir plus de détails et vraiment ce témoignage assez intéressant de la personne dans le petit film qui va suivre. J'étais dans une situation qui ne permettait absolument pas de retrouver le travail isolé son lieu de travail. C'est pas possible. Moi, j'étais du rendez-vous.
Allez, après ce beau témoignage, on avait juste un complément à vous apporter, donc la CARSAT qui va vous donner les conditions d'accès à la mise en œuvre. Allez, c'est encadré. Moi, Oui, je voulais alors, juste apporter un complément, pardon. Je voulais juste apporter une phrase de complément en fait en disant, voilà, effectivement, hein, dans cet essai encadré, l'idée c'était de faciliter la reprise de travail en fait par une levée des freins. Et pour l'entreprise, en fait, la réelle plus-value, c'est de pouvoir prendre le temps aussi par l'expérience, de pouvoir être accompagné aussi par les partenaires pour pouvoir rechercher les solutions favorables hein, qui pourraient être mises en œuvre en vue du maintien, que ce soit en termes de réflexion autour de l'organisation du travail ou que ce soit en termes de matériel qui pourrait être identifié. Voilà. Merci. 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 Oui, alors juste pour amener quelques petits éléments voilà, d'informations pratiques sur cette mise en œuvre de cet outil, qui est un outil de l'assurance maladie, qui a été créé donc, dans le cadre du grand programme national lancé par la CNAM que je vous ai évoqué au démarrage du webinaire, donc depuis 2009. Cet outil est en place depuis 2016 en fait, et son objectif c'est de pouvoir permettre la réalisation de mise en situation professionnelle afin d'aider à vérifier un projet de maintien dans l'entreprise, voire de reconversion externe, pendant la phase d'arrêt de travail, pour aider à préparer le retour à l'emploi dans des conditions dites adaptées et éviter, comme c'est évoqué dans le petit film, des rechutes d'arrêt de travail si cette reprise n'était pas préparée dans des meilleures conditions. Ça reste un outil quand même qui est encadré, alors il porte bien son nom, parce que encadré veut dire accompagné, mais également, ça veut dire aussi qu'il n'est pas ouvert à toute personne et à toute situation. Donc, c'est un outil qui concerne exclusivement les salariés qui sont en arrêt de travail indemnisés, j'insiste bien sur le terme d'indemnisés, et confrontés, bien entendu, à une situation relevant donc de la PDP. Au niveau de la durée possible, ça peut varier de 1 à 14 jours en continu ou discontinu, renouvelable une seule fois, dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise, quand on est donc dans un projet de reconversion externe. Pour qu'il puisse être mis en œuvre, d'une part, nous avons besoin de l'accord du médecin traitant. Pour cela, il y a un formulaire à faire remplir, et du médecin de travail. Donc, il y a une petite erreur, je vois dans mon diapo, je la corrigerai. C'est l'accord du médecin de travail de l'entreprise d'origine. Et s'il doit y avoir et s'encadrer dans une autre entreprise, c'est le médecin de travail de l'entreprise d'origine qui se rapproche de son confrère de l'entreprise d'accueil. Une fois que le dossier est constitué, donc ça va passer donc en commission de coordination PDP de l'assurance maladie, ce qui ne s'appelle plus des cellules PDP, mais des comités locaux PDP, qui associent à la fois notre service social, le service médical et les CEPAM, afin donc d'étudier la demande et de donner un avis sur cette demande de réalisation. Voilà pourquoi nous avons un petit délai d'instruction, puisqu'il nous faut rassembler l'ensemble des avis concernés, sachant que l'évaluation sociale pour notre service est une démarche obligatoire et que si l'assuré n'est pas connu de nos services, il faut nous laisser le temps de pouvoir le rencontrer. Au terme donc de l'évaluation par cette commission, une notification de décision est transmise à l'assuré pour lui donner donc la réponse, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que ce ne l'est pas. Dans le cas où c'est autorisé, bien entendu, l'action peut se mettre en place. Elle va se dérouler comme ça a pu être présenté. Au terme de l'action, un bilan est attendu entre le tuteur, le salarié et le prescripteur. Et ce bilan doit être retransmis au service social pour information sur les fuites de données. L'autorisation de l'assurance maladie, comme l'a précisé l'employeur, permet à ce qu'il n'y ait aucun coût pour l'entreprise, puisqu'en fait, il va y avoir un maintien des indemnités journalières versées pendant toute la durée de cette action, et la caisse primaire prendra à sa charge donc la couverture AT-MP pour couvrir donc le risque. Voilà très brièvement, il y a quelques informations. Là aussi, dans les liens qu'on vous a mis au final du diaporama, vous aurez également les liens d'information que vous pouvez retrouver sur le site Amélie.
Notamment, on a des petits flyers d'informations qui sont aussi à la disposition de nos équipes et de nos partenaires. Très bien, j'en profite avant de passer au temps d'échange. Voilà, les liens utiles qu'on vous a rappelés ici, donc celui du ministère du Travail, celui de l'INRS, vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur la PDP. Voilà, les liens des partenaires qui sont intervenus aujourd'hui, donc sur la DRETS et les outils aussi qui sont développés par le PRST. Voilà les liens pour les CARSAT, les 2 CARSAT. Alors, suivant où vous êtes situé sur notre région Occitanie, choisissez le bon lien et aussi directement sur le site d'amélie.fr en précisant votre département d'origine. Sur les liens de replay, voilà, vous pourrez retrouver ce webinaire-là, mais également l'ensemble des sujets qu'on a pu traiter depuis 2019 maintenant, sur les thématiques santé-sécurité en lien avec le PRST. Et c'est ici aussi que vous trouverez voilà, le lien sur le replay, sur le FIPU qui a été fait le 24 septembre dernier. Voilà, si vous avez besoin du support, n'hésitez pas à nous contacter, on vous le transmet bien volontiers. Et puis là, vous retrouvez donc l'ensemble des services de santé qui sont présents et en Occitanie. Et voilà, et les 2 services qui sont intervenus aujourd'hui, vous retrouvez Cap Emploi et le service social avec le numéro direct pour l'assurance maladie. Voilà, une dernière slide pour notre dernier rendez-vous santé-sécurité, donc le 12 décembre prochain à 14h30, sur comment réussir l'accueil des jeunes en formation professionnelle. Donc, qui seront basés sur des témoignages de maîtres apprentissage, d'organismes de formation, l'entreprise et son apprenti. On vous présentera également les outils à disposition des entreprises et comme habituellement, vous pourrez poser vos questions. Voilà, on va pouvoir passer au temps d'échange avec les intervenants que vous avez, qui ont témoigné aujourd'hui. Et j'en profite pour lancer le petit questionnaire de satisfaction habituel. Rachel, je te passe la main. Je vois que voilà, les questions On sont a arrivées. On a Karine qui du coup revient concernant l'accident de trajet lié au rendez-vous de liaison. La question c'est de savoir qui prévient la CPM quand il y a un accident, quand il y a cet accident, est-ce que c'est l'employeur ou le salarié qui doit le faire? Alors, là aussi, ça fera partie des questions qu'on va remonter à la CNAM, hein, bien entendu, parce que, a priori, j'ai envie de dire, ça peut être fait par l'un comme par l'autre, en fait. L'employeur peut s'adresser, donc, avertir la caisse primaire via donc, l'espace partenaire, d'une part, et d'autre part, le salarié, d'autant plus s'il est accompagné par notre service social, peut informer notre service de ce projet pour que le service puisse faire le nécessaire, un relais d'information auprès donc du service médical et de la CPAM également. Voilà. Ok, merci. On a Lise-Laure qui demande une précision lorsque la réintégration se passe bien en entreprise. Si l'essai, en fait, tout simplement, l'accompagnement est positif, comment se passe réellement l'intégration et surtout s'il s'agit d'une entreprise extérieure? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Alors, si la question, c'est de savoir comment est préparé finalement le collectif de travail à l'intégration d'un salarié lors de la mise en œuvre d'un essai encadré, c'est l'objectif aussi de la mise en place de l'essai encadré, c'est de pouvoir préparer aussi le collectif à une reprise d'activité, alors soit même dans l'entreprise d'origine quand il y a eu un arrêt long, soit dans une nouvelle entreprise de pouvoir accueillir un salarié dans le cadre d'un essai encadré. Et souvent, c'est vrai qu'on va réaliser une rencontre entre le salarié qui est en arrêt et l'entreprise accueillante pour pouvoir se mettre d'accord sur la mise en œuvre possible de cet essai encadré, de savoir qui sera le tuteur, puisque ce qui
dans la notion d'encadrement, hein, il y a cette notion du coup un petit peu de tutorat, c'est-à-dire qu'il y a un salarié qui va accompagner le salarié en arrêt de travail pour faciliter sa reprise et pour pouvoir l'accompagner aussi dans la tenue du poste de travail. Et quel que soit le cycle de l'entreprise, du coup. Oui. Je ne sais pas si c'était la question. Oui, on espère, Lise-Laure, que ça a répondu à votre question. Sinon, reprécisez-nous la question. Audeline qui demande en cas daté, lors d'un essai encadré, est-ce que le montant des journalières change? Là, je vais laisser Madame Chazal peut-être répondre. Oui, alors oui, j'ai vu la question et j'étais en train d'essayer de retrouver la réponse. Excusez-moi, mais bon, je n'ai pas tous les détails très. Parce que là, on est vraiment dans la technique, hein, hygiène, sécurité sociale. Et donc, ce n'est pas obligatoirement mon expertise. Donc, a priori, de ce que je vois de marqué, tout va dépendre la nature des IJ. Si c'était des IJ à la base déjà d'accident de travail que l'assuré recevait, ou si ce sont des IJ maladies. Mais a priori, de toute façon, quelle que soit la situation, il va y avoir effectivement un recalcul au niveau des IJ. Alors peut-être que ce qui est à préciser, c'est qu'il va y avoir un recalcul des IJ, mais perçu par le salarié, il n'y a pas d'impact au niveau de l'entreprise. Je pense que c'était la question, non? Est-ce que la question, c'est est-ce que si un salarié est en arrêt maladie ordinaire et qu'il y a un accident de trajet, c'est imputable à l'entreprise ou c'est vraiment au regard du salarié? Moi, j'ai pris la question, pour moi, la question, c'est est-ce qu'il y a une incidence sur le montant des IJ? Oui, moi aussi. Voilà, au regard du salarié. OK. Donc là aussi, hein, donc dans les éléments de réponse qu'on pourra remonter à la CNAM, on verra également cet élément-là. Voilà, moi je ne voudrais pas aujourd'hui rentrer dans le détail très technique d'une réglementation dont je ne suis pas experte. Alors, je reprécise parce qu'au niveau de la question de Karine, alors sa question n'était pas qui prévient de l'accident en cas de rendez-vous de liaison, mais qui prévient la CPM avant le rendez-vous de liaison, puisque cela doit être le cas pour une éventuelle prise en charge en cas d'accident. Donc, est-ce que ça modifie votre réponse? Alors, oui, je l'ai bien compris comme ça, en fin de compte, hein, c'est pour ça que j'avais précisé que normalement, la CNAM nous avait indiqué que avant la mise en place du rendez-vous de liaison, il fallait que les services de l'assurance maladie en soient informés pour qu'on puisse autoriser ce rendez-vous pendant l'arrêt de travail et qu'il n'y ait pas donc d'incidence sur l'arrêt de travail de l'assuré et qu'il puisse bien y avoir une prise en charge a priori au titre d'un accident de trajet. Merci. Alors, on a Clarisse qui demande quels liens partenariaux ont été établis avec les structures d'insertion par l'activité économique. Sur quel sujet et démarches de travail sont-elles conjointes? On va peut-être passer à la question suivante parce qu'elle était un peu ambiguë, celle-ci. Ouais, et après, j'ai des remerciements aux intervenants d'avoir mentionné à plusieurs reprises des financements AGFIP, voilà, pour les accompagnements de Cap Emploi, recrutement, intégration et maintien dans l'emploi, pour les aménagements de postes.
Et voilà, il y avait un peu de précision sur la participation, les actions de la GFIP. Je vous laisserai en prendre connaissance. Donc, voilà. Oui, bah, Clarisse, peut-être on peut revoir en message personnel, reprendre un petit peu votre question. Et on a Karine qui demande qui de l'employeur ou le salarié doit contacter la CPAM. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a tenté de répondre à la totalité des questions. Alors, pour cette dernière question, qui le salarié ou l'employeur doit contacter la CPAM, je présume que c'est par rapport à la question antérieure qui a été posée. Oui. Il me Initial, semble. ouais. Oui, donc pour la mise en œuvre, pour la mise en œuvre on est bien d'accord que cette question, elle porte bien sur la mise en œuvre donc du rendez-vous de liaison, hein? Oui. Oui, donc comme je vous ai précisé, en fin de compte, hein, de mon point de vue, mais que ce n'est que mon point de vue là aussi, puisqu'effectivement, là, on est vraiment sur des questions très techniques et réglementaires, donc qui sont remontées à la CNAM. A priori, l'un comme l'autre peuvent prendre attache auprès de la CPAM, l'employeur via l'espace partenaire. Le salarié peut également contacter la CPM ou s'il est accompagné par le service social de l'assurance maladie, donc porté par les CARSAT, faire savoir à l'assistance sociale de notre service qu'il y a ce projet de rendez-vous de liaison pour que l'assistance sociale puisse faire un relais d'information auprès des services concernés, auprès de la CPAM, et permettre donc d'avoir la fameuse autorisation de réalisation pendant l'arrêt de travail, afin d'éviter que le salarié soit en porte-à-faux en cas de contrôle, on va dire, pendant son arrêt de travail, et éventuellement, s'il devait y avoir un accident, que ça puisse être couvert. Très bien, merci. Je ne sais pas si on avait pris la dernière question, et ça sera la dernière du coup. Lors de l'essai encadré, si l'essai est positif, est-ce que le salarié reprend automatiquement le travail dans l'entreprise où il fait l'essai, sachant qu'il peut être soit en essai encadré dans sa structure ou dans une autre structure? Alors, dans le cas qui nous concerne, je pense que il y a eu une modification du contrat de travail puisque la personne reprenait sur un temps d'heure diminué. Oui, il y a eu reprise puisqu'il y a eu, on a arrêté l'arrêt de travail puisque la personne a donné satisfaction sur son poste et était satisfaite elle-même de ses conditions. Donc, il y a eu une reprise de son poste avec modification du contrat de travail. En ce qui concerne la reprise dans une autre entreprise, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais je suppose que de toute manière, il faut déclarer une inaptitude sur le poste précédent pour pouvoir après, par la suite, être embauché sur l'autre. Donc, il n'y a pas d'automaticité de la reprise sur un autre poste. Oui, et peut-être juste pour précision, c'est pas non plus forcément consécutif. Enfin, la reprise n'est pas forcément consécutive à la période De l'essai encadré. de l'essai encadré. Voilà. Ça peut être mis en place après, puisque l'essai encadré peut aussi être utilisé, par exemple, pour tester du matériel dans le cadre d'un aménagement de poste, et auquel cas, le temps que la mise en œuvre de l'aménagement se réalise, la personne peut aussi retourner en arrêt de travail à ce moment-là. Oui. Ou pour d'autres raisons aussi, d'ailleurs. Merci, je crois qu'on a peut-être un complément. Oui, Docteur. oui, en fait, je pense que, outre les détails purement techniques, ce qu'il faut retenir, c'est éviter à tout prix que la personne soit en désinsertion professionnelle pendant des semaines et des semaines et des semaines. Voilà. L'objectif, c'est celui-là. Parce que de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une rupture. Alors, je parle sous contrôle de Madame Chazal parce que la sémantique est différente d'institution à institution, mais il va y avoir un moment une rupture des indemnités journalières
qui va positionner le salarié en difficulté, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de reprendre ou est-ce que je ne le suis pas. Donc l'intérêt d'un essai encadré, c'est de pouvoir, vous l'avez bien tous compris, et évaluer cette capacité-là et mettre en place en fait des dispositifs pour que justement la personne puisse reprendre le plus vite possible. C'est ça en fait l'objet de notre présentation au jour d'aujourd'hui. C'est vous dire qu'il y a des possibilités, qu'il ne faut pas hésiter d'aller vers les partenaires et vous avez vu un peu la spécificité de tous les partenaires autour de ce sujet-là. Hein. C'est pas de se dire que ça va pas être possible, mais essayer de regarder la situation en étant entouré. C'est ça le message. Hein. Entouré pour l'entreprise, côté entreprise, et entouré côté salarié. Voilà. Oui, alors effectivement, pour compléter les propos du docteur, donc effectivement, cet essai encadré s'inscrit en fait dans une démarche de préparation, voilà, de retour vers l'emploi, que ce soit pour rester dans l'entreprise ou éventuellement donc partir sur d'autres projets, on va dire, plus externes. Donc effectivement, tout va dépendre déjà dans quel projet s'inscrit la mobilisation de cette mesure qui effectivement est faite à la fois pour vérifier la capacité de la personne à revenir en emploi, mais aussi aider à vérifier quels sont les éléments de mise en œuvre des projets à venir, quoi. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser. Peut-être que tout compte fait, effectivement, une reprise derrière sera envisageable et donc se mettra en place. Peut-être que ça ne sera pas le cas, ou comme c'était précisé également, on aura besoin de recourir d'abord à l'aménagement du poste de travail pour faire en sorte que quand le salarié reviendra en poste, il reviendra dans un poste adapté à sa situation de santé, ou éventuellement mettre en place un plan de formation puisqu'il va devoir changer de fonction qui va nécessiter de nouvelles compétences. Donc, la reprise n'est pas obligatoirement immédiate derrière l'essai encadré. Tout dépend du projet dans lequel elle s'inscrit. Et effectivement, ça peut être soit une réintégration au sein même de son entreprise, soit peut-être dans une autre entreprise et même dans l'entreprise dans laquelle l'essai intégré externe a pu être réalisé si effectivement il y a une possibilité pour le salarié que d'avoir un nouvel emploi dans cette entreprise. Mais comme le précisait le docteur tout à l'heure, dans ce cadre précis, il faudra d'abord passer par la procédure dite d'inaptitude au poste de travail de l'entreprise d'origine pour être, je dirais, ne plus être dans une relation contractuelle et pouvoir recourir à un autre contrat de travail dans une autre entreprise. Parfait. Ben, écoutez, je remercie du coup déjà les participants pour leurs questions. Alors désolé, on est un peu débordé sur le temps, mais on a souhaité quand même essayer de répondre le plus précisément possible. Donc merci à nos experts et intervenants du jour qui se sont mobilisés pour donc du coup ces retours d'expérience et répondre à vos questions. Voilà, donc vous aurez le support et le lien pour accéder à ce replay. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous retrouver nombreux sur notre dernier webinaire sur la formation des jeunes dans un mois. Bonne fin de journée, à bientôt, merci. À bientôt. Merci également. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.